La Banque mondiale a approuvé un nouveau décaissement pour le Togo. D'une valeur de 200 millions de dollars, ce financement vise à soutenir les réformes majeures axées sur le développement durable, l'inclusion sociale et la résilience climatique. Le dit financement s'aligne non seulement sur la nouvelle feuille de route 2025 du gouvernement togolais, mais aussi sur le plan d'urgence pour la région des savanes, PURS. Dans les détails, ce financement de la Banque mondiale servira à appuyer les réformes indispensables à l'accélération du processus de transformation de l'économie, le renforcement de la résilience sociale et climatique. Il servira également à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, particulièrement ceux qui sont dans les régions du Nord. Le gouvernement compte rationaliser les dépenses fiscales pour renforcer les recettes de l'État et dans le même temps réduire les risques budgétaires liés aux entreprises publiques. Notons que des priorités, comme la mise en place d'un registre social national pour une protection sociale plus efficace de la population, l'amélioration de l'éducation grâce à un accès plus facile aux manuels scolaires et des performances accrues des enseignants, ainsi que le soutien aux victimes de violences basées sur le genre, font partie des objectifs que ce financement permettra d'atteindre. Il faut aussi noter que le renforcement de la sécurité foncière, afin d'encourager les pratiques agricoles durables, l'électrification des zones rurales, font partie des objectifs de ce financement. Cet appui de la Banque mondiale intervient dans le cadre d'un accord de partenariat entre l'institution de Bretton Woods et le Togo en juillet dernier. Suite à la réduction des prix des produits pétroliers depuis mardi, le gouvernement togolais a décidé de réviser les tarifs des transports interurbains de personnes et des marchandises. Une mesure qui vise à refléter l'impact de la réduction des coûts de carburant sur les tarifs appliqués par les transporteurs. Selon la nouvelle tarification, le trajet Lomé-Thiéviers passe désormais à 800 francs CFA. De même, les usagers voyageant de Lomé à Kara devront débourser 5 850 francs CFA et Lomé-Mango à 7 550 francs CFA, 8 500 francs pour atterrir à Dapaon et 9 000 pour atteindre Saint-Cassé. Lomé-Palimé, c'est à 2 000 francs CFA. Pour les courtes distances, comme Lomé-Djagblé ou Lomé-Aveta, les prix sont à 600 francs CFA. Cette mesure intervient donc dans un contexte où la baisse des prix des carburants a été attendue par la population confrontée à une inflation accrue ces derniers mois. En ajustant les tarifs de transport, le gouvernement togolais entend atténuer les pressions économiques sur les ménages tout en maintenant un cadre réglementaire clair pour les acteurs du secteur. Avec ces nouveaux tarifs, les autorités togolaises comptent protéger le pouvoir d'achat tout en soutenant le dynamisme du secteur des transports. Une politique qui, bien mise en œuvre, pourrait renforcer la confiance entre les parties prenantes et contribuer à un climat socio-économique plus stable. De tous les établissements privés installés sur le territoire togolais, seulement 79 sont reconnus par le Togo pour exercer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. L'information a été rendue publique par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Malik Kankana Chaba. Depuis octobre 2024, le gouvernement avait lancé une évaluation des écoles supérieures privées exerçant sur le territoire. Cette évaluation entre dans le processus de réglementation du secteur de l'enseignement supérieur initié par le gouvernement. Parmi les 79 établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'État, 68 sont installés dans le Grand Lomé et 11 se partagent l'intérieur du pays. Selon le gouvernement, la décision d'inspecter les établissements d'enseignement supérieur fait suite au rejet de certains diplômes délivrés au Togo. En effet, de nombreux diplômes délivrés par certains établissements privés sont souvent rejetés à l'international, privant ainsi les détenteurs de ces diplômes de nombreuses opportunités professionnelles. La publication de la liste des établissements d'enseignement supérieur reconnus par le Togo a pour objectif de garantir la validité des formations dispensées et de renforcer la réputation des universités privées dans le pays. Cette initiative entend aussi protéger les apprenants, garantir une formation mieux adaptée aux exigences du marché de l'emploi et surtout aligner le système éducatif togolais sur les standards internationaux, notamment ceux du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES.
Le programme, dénommé WIZO, conçu dans le but de réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, conformément aux objectifs de renforcement de l'inclusion sociale et de la modernisation de l'État, continue d'enregistrer des résultats encourageants. Un an après son lancement, WIZO, le programme d'accompagnement médical et financier de la femme enceinte et du nouveau-né, a mobilisé plus de 1,3 milliard de francs CFA. Ces fonds ont permis notamment d'appuyer plus de 376 500 femmes pour plus de 206 000 consultations prénatales réalisées sur la période. Cette initiative, déployée par le gouvernement, a permis d'assurer aujourd'hui 366 245 accouchements. En tout, ce sont plus de 3,2 millions de prestations qui ont été fournies dans le cadre du programme, confirmant ainsi son impact significatif sur la santé maternelle et infantile. Ces résultats, dus notamment à l'adhésion des populations du corps médical, ont été salués par le gouvernement. Pour l'exécutif, l'objectif est désormais de capitaliser sur les bonnes pratiques et d'identifier les axes d'amélioration dans la perspective de la généralisation de l'assurance maladie. À ce jour, plusieurs milliards de francs CFA ont été investis dans cette initiative. L'exécutif entend non seulement maintenir cette dynamique, mais aussi l'étendre. Notons que son panier de soins intègre aujourd'hui non seulement un kit complet d'enrôlement, un carnet mère-enfant, les actes tels que les consultations prénatales et l'accouchement, mais aussi toute une série d'analyses telles que les échographies, le groupage Rhésus, la numération formule sanguine pour un suivi de grossesse de qualité pour tous. L'augmentation du coût de la vie au Nigeria pousse de nombreux habitants de Lagos à recourir aux banques alimentaires. Avec plus de 30 millions de Nigérians confrontés à une faim aiguë selon les Nations Unies, les banques alimentaires, auparavant rares dans le pays, sont devenues une bouée de sauvetage vitale et bienvenue. La vie était belle avant. Nous pouvions faire des bénéfices grâce à nos affaires et aussi payer les frais de scolarité des enfants avant que la situation ne se dégrade. Lorsque la vie est devenue si difficile et que nous ne pouvions pas rejoindre les deux bouts, manger est devenu un gros problème. Nous ne sommes pas heureux de demander cette aide, mais nous sommes impuissants. L'augmentation considérable du coût de la vie a laissé de nombreux membres de la communauté confrontés à la faim. Les Noëls que nous avons passés les années précédentes étaient bien, mais cette année, il n'y a rien à manger. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter du riz, des nouilles ou des œufs. Nous ne mangeons que ce que nous pouvons nous permettre. Nous mangeons du maïs bouilli, nous buvons de l'eau et nous allons nous coucher. L'initiative de la Banque alimentaire de Lagos a été lancée en 2016. Mais la demande pour ces services a explosé ces dernières années. Avec les politiques budgétaires actuelles de la nouvelle administration, beaucoup de gens sont en fait tombés dans la pauvreté. Les prix ont vraiment augmenté. L'inflation des prix des denrées alimentaires a atteint presque 40%. Avec tout cela, de plus en plus de personnes vont bien sûr chercher des secours. Le secours instantané, le secours temporaire que les banques alimentaires offrent. Nous avons constaté une augmentation de la demande pour nos services. Nous avons dû augmenter nos budgets. Parfois, nous avons même dû réduire la taille des portions de nourriture que nous donnons afin de pouvoir aider plus de personnes. Les difficultés économiques auxquelles fait face le Nigeria actuellement sont imputées à l'inflation galopante, qui a atteint en octobre un taux de 38,8%, son plus haut niveau depuis 28 ans. Après avoir fait des meetings dans plusieurs villes du pays, le président Tshisekedi s'est présenté ce mercredi au Palais du Peuple à Kinshasa, le siège du Parlement, pour un discours sur l'état de la nation retransmis à la télévision nationale. Le président a pu développer son message. Il faut une réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion.
Depuis plusieurs semaines, Félix Tshisekedi explique que la constitution actuelle de 2006 gênerait l'action du gouvernement et ne serait plus adaptée aux réalités du pays. Il n'est pas rentré dans le détail, mais il peut compter sur le relais de son parti, l'UDPS, et de sa coalition, l'Union sacrée de la nation, pour relayer le message. Il faut voir si aujourd'hui notre constitution a en elle tous les éléments qui nous permettent de nous protéger, de préserver notre territoire, de préserver notre souveraineté, là où elle est non négociable, et si tel n'est pas le cas, revisiter et remanier ces dispositions. Le président congolais a annoncé la création d'une commission nationale dès l'an prochain pour étudier les modifications à prévoir. L'opposition y est hostile, comme elle est hostile à toute réforme ou changement de constitution. Elle ne voit qu'un prétexte pour faire sauter la limite de 2 mandats présidentiels. Celle-ci impose à Félix Tshisekedi de laisser la place à la prochaine présidentielle. C'est lui interdit de créer sa commission. Le faire, c'est tomber sous les coups de cette constitution en vertu duquel vient de tenir le discours, l'article 64 alinéa D. On ne permettra pas, en tant qu'opposition à Tshisekedi, de revoir ou de réformer cette constitution ou de changer cette constitution pour pérenniser son pouvoir. En République démocratique du Congo, tout changement de constitution doit être approuvé par référendum, mais elle peut être révisée aussi à la majorité de 3/5 du Parlement. L'aéroport Toussaint Louverture d'Haïti a rouvert mercredi aux vols commerciaux, un mois après que des groupes armés ont ouvert le feu sur des avions. La violence des gangs a contraint à plusieurs reprises la fermeture de l'aéroport cette année, paralysant l'économie haïtienne. Cette réouverture a été annoncée par la primature. Cependant, il n'y avait ni vol ni passagers mercredi matin, juste un vol d'essai réussi selon les autorités et les éléments de la police lourdement armés qui ont mis en place des points de contrôle à l'aéroport et sur les axes menant à cette infrastructure. L'administration fédérale de l'aviation a interdit aux compagnies de voler pendant 30 jours vers Haïti, une interdiction en vigueur jusqu'à ce jeudi. Cette réouverture est une avancée, mais la situation reste fragile. Dans l'immédiat, les compagnies aériennes n'ont pas annoncé leur retour dans le pays. La présence de soldats haïtiens couplés aux forces kenyanes n'a pas permis de reprendre le contrôle sur les pans du territoire encore aux mains des gangs. Ahmed Achara, le chef de l'insurrection rebelle qui a renversé le président syrien Bachar al-Assad, a affirmé ce mardi que ses forces n'ont été soutenues par aucun pays. Lors de sa visite à une mosquée dans la banlieue de Damas, Achara a salué les efforts de ses combattants qui, selon lui, ont pris le contrôle de la Syrie sans aucun soutien ni interférence étrangère. Mes frères, beaucoup de gens ont été préparés pour la bataille. Nous rendons grâce à Dieu pour son soutien. Nous étions plus faibles que l'ennemi, mais l'arme avec laquelle nous avons combattu était fabriquée localement. Nous avons déployé de grands efforts pour acquérir cette arme, et même l'argent venait de notre propre travail. Nous n'avons été soutenus par aucun pays. Les forces d'opposition syriennes sont dirigées par un groupe appelé Hayat Tahrir al-Sham ou HTS. Il est considéré comme une organisation terroriste étrangère par les États-Unis et les Nations Unies. Achara, le nouvel homme fort de Damas, a cherché à rassurer les Syriens en leur disant que le groupe était plus modéré. Au Liban, la guerre entre le Hezbollah et Israël a exacerbé les souffrances des milliers de travailleurs migrants déjà confrontés à des conditions difficiles. Isataba, une Sierra-Léonaise de 24 ans, fait partie de ces femmes prises dans un cercle vicieux de violence, de discrimination et de travail forcé. Après avoir fui la guerre et les violences qu'elle a subies, elle espère pouvoir rentrer chez elle avec son bébé. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'ai souffert, ce n'était pas facile. Parfois, j'ai obtenu quelques aides, mais je dois absolument avoir les papiers de mon bébé parce qu'elle est blanche. Heureusement, l'OIM a trouvé un avocat pour m'aider à obtenir ces papiers et rentrer chez moi. Mais il cherche à localiser le père de mon bébé, sauf qu'il n'y a pas de père car j'ai été violée.
Au Liban, les migrantes sont souvent confrontées à des abus dans le cadre du système kafala qui les empêche de travailler librement. Au Liban, elles subissent de nombreuses discriminations, agressions, viols et du racisme en grande partie à cause du système de kafala. Ce système les traite comme des personnes de seconde zone, les rabaisse et ne leur permet pas de travailler de manière indépendante ou de choisir leur lieu et leurs horaires de travail. Malgré tout, l'espoir persiste chez celles qui ont survécu. Quand Suzanne Baimba, une autre migrante de Sierra Leone, a appris que le rapatriement avait commencé, elle n'a pu contenir sa joie, un sentiment largement partagé. Hier, en entendant les nouvelles, j'étais très heureuse. C'est pour ça que je dansais. Je suis heureuse parce que ma maison est bien meilleure que ce pays. Des milliers de migrants comme Issata et Suzanne attendent leur tour pour partir. Leur retour chez eux symbolise un espoir fragile mais nécessaire après des années d'exploitation et de souffrance au Liban.